Ruben Amorim préfère mourir avec ses idées. Il nous reste 11 jours de mercato. Ineos, il est temps de soutenir notre coach, de lui fournir les armes nécessaires. Parce que nos deux attaquants, Olun Zirkzee, ont marqué 5 buts en 22 matchs de PL. Il faut savoir aussi une chose. Anthony et Rashford sont sur le point de partir. L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Dans cette vidéo, nous allons parler des différents interviews d'après-match. Nous allons revenir sur quelques rumeurs. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bon visionnage à vous. Guys, bienvenue à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Donc, comme je l'ai dit en introduction, nous allons parler de rumeurs, nous allons parler de surtout des interviews après match et notamment celui d'Amorim parce qu'il a sorti des paroles assez fortes quand même aux médias. Donc, nous allons analyser ça et nous allons discuter. Mais avant de commencer, vous l'aurez compris, je sélectionne deux commentaires et les deux commentaires les plus pertinents et surtout les deux commentaires qui vont correspondre à cette vidéo et nous allons en discuter. Je vais donner mon avis là-dessus et on enchaîne direct par les interviews. Sur ce les amis, premier commentaire du jour. Ça vient de Fatih Bari 95 où il nous dit clairement que les joueurs ils n'ont pas le niveau pour jouer à Manchester United et qu'on doit faire comme Chelsea pour justement avoir une équipe constructive et compétitive. C'est en grosso modo ce qu'il est en train de dire du coup dans cette commentaire. Et notamment il a aussi parlé du cas Maino qui en méforme ces derniers temps. Donc oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, pourquoi ? En fait, déjà, il faut savoir une chose sur les cas jeunes joueurs. En fait, Ten Hag, il a mal géré ces joueurs-là, c'est-à-dire Garnacho, Maino. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils avaient besoin d'être en concurrence en tant que jeunes joueurs. C'est-à-dire, en fait, l'année dernière, par exemple, Garnacho, il ne devait pas être titulaire. Il fallait bien les encadrer pour qu'ils n'ont pas cette mentalité de M. Ce qui a été pas fait à cette époque-là. Mais là, en fait, je m'inquiète pas trop pour les cas de jeunes joueurs parce que ils vont progresser. C'est facile pour nous, en vrai, de tomber sur les jeunes. Mais en vrai, la question, c'est déjà pourquoi nos cadres ne montrent pas la voie à ces jeunes joueurs-là. Donc, il est là déjà ma première réflexion. Après, évidemment, les jeunes joueurs, comme le cas Maino, ils doivent élever leur niveau de jeu. S'ils n'élèvent pas, ils vont sur le banc. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, je reviens sur le propos à propos de Chelsea. En fait, c'est Chelsea, par exemple, ils ont fait le ménage. C'est-à-dire, ils se sont débarrassés de Mason Mount, de Pulisic, de Ziyech, de Kanté, bref, ils se sont débarrassés quasiment de beaucoup de leurs cadres pour reconstruire. Après, ce qu'ils ont fait derrière, c'est acheter, mais ils ont déjà 3 équipes. Donc voilà, c'est pas ça que je demande. Ce
que je demande, c'est de vendre les cadres qui ne portent pas leur, vous l'aurez compris, dans cette équipe. Donc, il faut se débarrasser de ces cadres-là et de les remplacer. Et avec ces nouvelles joueurs qui vont arriver, les inculquer la mentalité, ce qu'il faut à Manchester United. L'ADN du club. L'ADN du style de jeu d'Amorim. Donc c'est comme ça qu'on va revenir à notre plus haut niveau. Voilà, ça reste mon avis là-dessus. Et sur ce, on passe direct à la deuxième commentaire du jour qui vient du prince Aladin. D'ailleurs, ces commentaires à lui aussi, c'est toujours pertinent et en fait, il dit les termes. Donc, on va direct analyser ça ensemble. Donc, dans ce commentaire, il nous parle de Bruno Fernandes qui est trop limité en tant que capitaine, qui n'est pas assez fin techniquement, qui n'est pas juste digne du standard de Manchester United. Et je lui rejoins là-dessus. Bruno Fernandes, c'est pas un capitaine. Peut-être c'est un capitaine de district, mais c'est pas un capitaine de Manchester United. Dans le match, je l'ai précisé. Par exemple, quand Zirkzee part au pressing, normalement, il doit dire à tous ces gars, montez les gars, on va le suivre. Mais tu vois, quelques-uns de ces gars, ils montent, mais lui, le capitaine, il va pas aider. Alors que c'est lui le soutien d'attaquant en première mi-temps. Et ça m'a vraiment frappé cette action-là. Et pareil aussi, il a la balle, il envoie dans une zone alors que personne fait l'appel de balle dans cette zone-là. Ce gars-là, il joue pour les stats. Par exemple aussi, sur les coups de pied arrêtés, il le tire mal. Il nous apporte rien, Bruno Fernandes. Et là, je rejoins Prince Aladin dessus, parce que c'est la vérité, c'est ce qu'on a vu pendant le match. Bruno Fernandes, il y a des matchs où tu vas le voir, mais ça sera un match sur 5. Et pour un numéro 10, c'est vraiment trop peu. Donc voilà, je suis d'accord avec lui sur ce cas-là. Et après, il est revenu aussi sur le cas Diogo Dalot. Parce que dans le match hier, j'avais dit que Diogo Dalot, il était bon offensivement. Il nous disait que Diogo Dalot, du coup, il était mauvais dans ce match-là. Et je suis d'accord avec lui. Parce que quand j'ai regardé, regardé des vidéos pendant ce match-là sur les actions défensives, j'ai vu que Diogo Dalot, il est vraiment mauvais défensivement. Et offensivement, il avait eu quelques actions offensives. C'était ça que j'ai souligné hier. Mais quand j'ai remis la vidéo, pourquoi il va repiquer dans l'axe et il se fait prendre? Il se fait prendre. Diogo Dalot, pareil. J'espère vraiment que ce genre de joueurs ne joueront plus pour Manchester United. Je voulais être gentil avec lui hier, parce que j'ai assez tiré sur des joueurs. Et vu que j'ai vu son engagement offensif, je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais pas te critiquer, monsieur CR7 Prime. Mais il est d'accord, je suis d'accord avec Prince Aladin. C'est comme ça. Et aussi, il disait que Rubena, il doit gueuler sur les joueurs. Et là, je pense que dans les interviews justement qui s'est passé, il y a des paroles assez fortes de Ruben Amorim. Et que si les joueurs, ils entendent ça, ça doit les faire réfléchir. Parce que on va y revenir justement, juste là. Donc, on passe direct aux interviews d'après-match. Premier interview de Ruben Amorim, du coup, il disait que ça va être difficile cette saison. Ça va être difficile d'implanter cette nouvelle philosophie. Parce que pour les implanter, il faut de l'entraînement. Et qu'on n'a pas assez d'entraînement. Mais pas pour autant qu'il va arrêter. Il va continuer avec ses idées.
Il rajoute en plus qu'en fin de match, il aurait pu jouer avec 2 attaquants. Mais s'il joue avec 2 attaquants, les joueurs vont être encore plus perdus. Donc, il préfère que les journalistes, les fans le critiquent dessus, du fait que pourquoi t'as pas joué avec 2 attaquants, que de le faire. C'est ce qu'il dit dans cette première partie. Donc, voilà. C'est vrai que Ruben Amorim, il nous a précisé ça depuis le début, que ça va être difficile cette saison, qu'on va se battre cette saison, même quand il y avait la victoire 4-0 face à Everton, il a continué à le dire. Donc, il a aussi raison parce que, vous savez, on avait l'habitude de jouer en contre-attaque. Donc, lui, il est arrivé, il voulait un style de jeu. Donc, les joueurs, ils commencent à changer là-dessus. Et imaginez, parce qu'un match, du coup, est difficile et qu'il faut le gagner absolument et qu'on est dans une période où on doit s'adapter au nouvel système de Amorim, là, il change tout pendant un match. C'est-à-dire, on va jouer avec 2 buteurs ou bien on va passer en 4-4-2. Donc, les joueurs, c'est vrai qu'ils vont encore plus se perdre. Donc avant de pouvoir faire des changements comme ça pendant un match, il faut déjà maîtriser le système de base. Donc, sur ce coup-là, j'aime beaucoup Ruben Amorim. Et je l'ai toujours dit, si tu arrives avec tes idées et que les résultats ne le suivent pas, on va quand même te soutenir. Parce qu'on le sait tous, cette saison-là, il est fini. Autant que cette saison-là se serve de reconstruction. Mais pour cela, il faut que Ineos se bouge. Il faut que Ineos soutienne le coach. C'est pas l'équipe a clairement besoin de nouveaux profils de joueurs. On en a besoin. Et il faut que Ineos amène ces joueurs-là au sein de l'effectif pour aider cette équipe-là. Et moi, c'est pas Ruben Amorim, je l'en veux pas. Moi, j'en veux à Ineos de n'avoir rien fait jusqu'à maintenant pour l'aider. Et pour ceux qui disent oui, il va partir dans 6 mois, Ruben Amorim, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes là parce qu'on est dans une mauvaise passe à dire oui, Ruben Amorim, il va partir dans 6 mois parce qu'il ne s'adapte pas, il ne met pas les joueurs dans les bonnes conditions. Mais après, dans 1 an, ou peut-être dans 2 ans, une fois que l'équipe de Ruben Amorim va être rodée, va enchaîner les victoires sur victoires, vous serez là, oh mais c'est le meilleur coach du monde. Non les gars, il faut le soutenir depuis maintenant. Moi j'adore les coachs comme ça qui a des idées, qui changent pas leurs idées. Imaginez, il s'adapte au style de jeu de Manchester United, qu'il avait déjà, qui avait déjà là. Ben, il va faire comme tous les coachs qui sont passés par là. C'est-à-dire, oui, certes, il va y avoir des résultats immédiats. Mais dans 1 an, l'année prochaine, est-ce que ça va continuer? Non, ça va pas continuer. C'était toujours comme ça depuis. Donc, il faut le soutenir. Voilà. Les adversaires sont meilleurs que nous. On bat tous les mauvais records. On fait que des insuffisances. Ça, c'est le premier pic que Ruben Amorim a sorti. Et c'est vrai en plus que ça. Depuis combien d'années Manchester United ne s'est pas retrouvé là, en ce moment de la compétition? Depuis combien d'années les joueurs nous font... Donc,
Là, déjà, il faut que les joueurs, ils cogitent avec ça. Il faut qu'ils corrigent ça. Les mauvais résultats s'enchaînent. Hein. Quoi, sur les 10 derniers matchs de PL, on en a gagné combien? On a gagné combien? 3, il me semble. Sur les 10 derniers matchs. C'est clairement insuffisant, les gars. Sur ce, on continue. Hein. Que juste derrière, il ajoute, en 10 matchs de première ligue, on en a gagné 2. Je sais ce que ressentent les fans. Je sais ce que ressentent les journalistes. Et imaginez ce que je ressens. J'ai mes idées. Je sais que je vais y arriver. Tels sont ses propos. Sûr de lui, il est prêt à mourir avec ses idées. Maintenant, il faut le soutenir dans ça. Parce que tous les coachs qui sont là, ils ont rien apporté. On les a achetés pour leurs idées, mais quand ils arrivent à Manchester United, ils s'adaptent. Donc, on va le soutenir sur ça. Et il faut aussi que Ineos fasse l'effort pour le soutenir via le mercato, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à maintenant, alors qu'il reste 11 ou 10 jours de mercato. Et nous allons aussi vite fait revenir sur l'interview de Bruno Fernandes d'après-match. C'est quand même un comble, hein, parce que toute sa réponse à ce journaliste-là, c'est les choses qu'il n'a pas fait pendant le match. Donc, on va direct voir ça, analyser ça tout de suite. Donc Bruno Fernandes, il disait qu'il faut être courageux dans les dernières tiers du terrain, entre les lignes. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Il faut savoir garder la balle. Mais il ne faut pas jouer justement à côté de notre gardien de but, c'est-à-dire à l'arrière. Ça, c'est les propos de Bruno Fernandes. Et c'est quand même drôle que lui-même, il les applique pas. Parce que entre les lignes aujourd'hui, enfin hier, Bruno Fernandes, il était mauvais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il n'était pas courageux. Il n'a pas montré cette envie. En tant que capitaine, tu dois montrer cette envie. Tu dois pousser tes coéquipiers à bien jouer. Et ça, j'ai pas vu ça chez Bruno Fernandes. Et je suis désolé encore une fois pour les pros Bruno, mais c'est la vérité. Au jour d'aujourd'hui, il faut que les cadres se montrent. Mais si même le cadre se cache, je suis désolé, mais aujourd'hui, enfin hier, c'était plutôt Amad Diallo qui s'est montré courageux. Et qui a fait des erreurs, certes, mais il l'a tenté. Et c'est quand même drôle quand on se remet sur la jeunesse pour faire les exploits. Et que le capitaine, il se réveille qu'en fin de match. Bref, voilà, c'était un petit parenthèse. Fernandes. Et on va revenir sur la dernière pique de Ruben Amorim. Ah, là, il était cash, les gars. Il avait dit, nous sommes peut-être la pire équipe de Manchester United de l'histoire. Et nous devons le reconnaître. Ça, là, cette phrase-là, la pire équipe de Manchester. Je ne sais pas si les joueurs, ils se rendent compte de ça. Hein. Je pense que s'ils entendent ça, là, il doit se remettre en question. Parce que là, même le coach, il a reconnu. Et surtout quand tu connais l'histoire de Manchester United. Ces soi-disant joueurs, oui, on est des fans de Manchester United, on connaît l'histoire, la grandeur du club. Ben là, le pic du Ruben Amorim, il vous le dit clairement, vous êtes les... Comment moi je le prends? Je le prends comme... Vous êtes les pires joueurs de l'histoire de Manchester United. C'est comme ça que moi je l'interprète. Hein. Si j'étais joueur. Et est-ce que c'était le bon moment pour que Ruben il dise ça?
Oui, oui. Parce que si ça vous plaît pas, la porte elle est ouverte. Pour tout le monde. Mais si vous avez une once de honneur, vous allez faire tout ce qui est dans votre pouvoir pour prouver que vous êtes les meilleurs. Moi, si mon chef, par exemple, il me dit, bah, t'es le pire employé de la boîte depuis, ben, je le prendrai comme en touche mon honneur, en fait. Du coup, je vais tout faire pour le faire taire. Ça, c'est ma mentalité. Maintenant, est-ce que les joueurs, ils vont avoir ce genre de mentalité? Moi, j'ai adoré cette pique-là. Hein. Je sais pas vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais j'ai adoré. Il était cash, il n'a pas fait de langue de bois, il a dit les termes. Maintenant, comment les joueurs, ils vont le prendre? Et pour finir avec ces interviews, il y avait Owen Hargreaves qui disait que le recrutement était le problème ces dernières années du côté de Manchester United. Et que si on prend par exemple Brighton, 6 de leurs joueurs mériteraient une place à Manchester United. Par contre, aucun de nos joueurs ne sera titulaire dans un club qui est dans le top 4 au jour d'aujourd'hui. Ça fait mal ça d'entendre ça, ça fait mal. Et il ajoute encore une chose. Pourtant, Erik ten Hag, il a investi 600 millions de livres dans le recrutement pour des joueurs moyens. Ça fait mal d'entendre ça. Ça fait mal, mais c'est la vérité. C'est la vérité et on n'y peut rien. 600 millions, les gars, de livres investis dans le mercato pendant l'ère ten Hag. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis sûr, donner ces 600 millions à Ruben Amorim, on serait un top club. Donc voilà. Il faut que Ineos se réveille. Hein. Ils nous ont vendu du rêve. Mais le rêve, il est en train de se virer vers le cauchemar. Hein. Surtout, ils sont en train... Vous savez, hein, le plus dur dans l'histoire, c'est que on entend des rumeurs à gauche, à droite, mais au final, dans les coulisses, il n'y a rien qui se passe. Après, le point positif, c'est que au niveau des départs, on apprend aujourd'hui que Rashford et Anthony sont sur le point de nous quitter. Anthony pour Real Betis, c'est-à-dire en Espagne, en Liga. Et on apprend aujourd'hui que c'est juste un prêt sans option d'achat. Avec une prise conséquence du salaire du joueur de la part de Manchester United. Maintenant, j'ai pas exactement les détails. Pour le moment, on n'a pas vraiment les détails. Mais en fait, Anthony, ça va se régler dans les prochaines heures, voire prochains jours qui va suivre. Et ça peut être bénéfique pour lui d'être prêté en Liga, je pense. Parce que s'il fait des performances XXL contre le Real Madrid, Barça ou même Atlético, le joueur, il pourrait augmenter sa valeur marchande. Donc, ça pourrait nous faciliter sa vente l'été prochain. Donc, on va voir quand même le côté positif du prêt. Maintenant, le prêt, ça va coûter combien? Ça, on n'a pas les chiffres. Et concernant Marcus Rashford, on apprend que AC Milan est en train de le finaliser aussi. Mais qu'il y a Dortmund qui est rentré dans la course. Voilà les deux news aussi. Et on apprend aussi que Garnacho, les gars, le directeur sportif de Naples, il va se déplacer à Manchester United pour rencontrer nos dirigeants. Et que peut-être qu'il serait prêt à accepter l'offre de 60 millions d'euros pour Garnacho. Donc, en fait, dans les prochaines heures, on va voir si Napoli va être prêt à payer les 60 millions ou pas. Mais on apprend aussi que ils ont déjà formulé une offre qui était à 55 millions, qui a été refusée apparemment.
Voilà concernant les news du club. Donc j'espère que ça va s'accélérer justement pour pouvoir acheter parce qu'il nous reste 10 jours de mercato. Donc j'espère vraiment que ça va s'accélérer. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Donc si on récupère quand même les 60 millions sur Garnacho, bah ça peut être positif pour nous parce que du coup on pourrait partir rechercher le piston gauche qu'il nous faut et peut-être un numéro 9 ou un numéro 10. On apprend aussi que Nuno Mendes est prêt à négocier avec le PSG. Donc peut-être que c'est encore une piste de moi, hein. Mais ça c'est à cause de nos dirigeants. On attend trop. Donc on verra ce qui se passe. Peut-être que c'est des rumeurs, peut-être pas. On verra ce qui va se passer dans les prochaines heures. Sur ce les amis, si jamais je reçois des nouvelles, je ferai des vidéos pour vous expliquer tout cela. Donc prenez soin de vous. Ciao ciao.